Voilà ce que je voudrais dire. Il me semble que la philosophie, elle a toujours commencé en prenant une forme très curieuse qu'elle n'abandonnera jamais, à savoir le paradoxe. Le paradoxe. Le philosophe, c'est un type qui arrive en un sens et un bon à rien, c'est vrai, c'est imaginer dans la cité grecque, la philosophe, il se balade sur la place publique, il est toujours prêt à causer. Ah bon, oh dis où tu vas, Socrate qui commence là, où tu vas? Qu'est-ce qui t'arrive? Et puis la conversation s'engage. Mais c'est pas n'importe quelle conversation, on appellera conversation philosophique celle où surgit le paradoxe qui désigne une certaine puissance. Certaine puissance ou une certaine impuissance. Et qu'est-ce que c'est le paradoxe au niveau le plus simple? Vraiment, là, je dis des choses rudimentaires, je ne me demande pas ce que c'est que le paradoxe, je cherche un petit fil conducteur. Je crois que le paradoxe au niveau le plus simple, ça consiste à vous dire, il y a quelque chose qui est, et en même temps, vous ne pouvez pas le penser, débrouillez-vous avec ça. X est, et pourtant merveille, admirez ça. C'est impensable. En termes techniques, je dirais, le paradoxe, c'est une proposition qui consiste à poser l'impensabilité d'un étant. Alors oui, ce serait une bonne définition du paradoxe. Ça est, le philosophe dit pas, ça n'est pas. Il faut être là, les commentateurs sont vraiment lamentables. Je prends un exemple. Un exemple en apparence différent de ce dont je parle, mais c'est la même chose. Je prends un exemple, il y a un paradoxe fameux dans les premiers philosophes, qui s'appelle philosophe, bien plus, il est considéré comme l'inventeur de la dialectique, c'est Zénon. Il y a deux Zénons, il y a Zénon le stoïcien et Zénon d'Élée. Je parle de Zénon d'Élée, disciple de Parménide, celui qui disait l'être est. Voilà, donc le fondateur de l'ontologie. Zénon, il fait de fameux paradoxes qui concernent le mouvement. Et il explique que Achille, par exemple, ne peut pas rattraper la tortue. Il ne peut pas. Et il explique que la flèche ne peut pas atteindre la cible. Du compte, en d'autres termes, Zénon est un idiot. C'est ça, être un idiot. Il explique donc que la flèche ne peut pas attraper la cible, ne peut pas rejoindre la cible, ni Achille rattraper la tortue. Vous vous rappelez comment il fait pour l'expliquer? Il divise le parcours d'Achille, ou le parcours de la flèche, en deux. La seconde moitié, il la divise en deux, etc., à l'infini. Et il y aura toujours une distance, si petite qu'elle soit, entre la flèche et la cible. De même, Achille fait un bond et il couvre la moitié de sa distance, de sa différence avec la tortue. Il faudra qu'il couvre encore la moitié de ce qui reste, la moitié du reste du reste, la moitié du reste du reste du reste, à l'infini. Il ne rattrapera jamais la tortue. Voilà. Vous me direz, ah bon, c'est quand même Zénon a une forte culture mathématique grecque. C'est très intéressant. Très intéressant parce que ça fait intervenir ce que les Grecs avaient monté comme méthode d'exhaustion, c'est-à-dire d'analyse de l'infiniment petit. Donc c'est moins pitrerie qu'il ne semblerait, mais en quoi c'est de la philosophie, ça? Vous comprenez, Zénon, il n'est pas idiot, Socrate non plus. Il est idiot d'une autre manière. Mais pas à la manière dont on penserait. Parce que il sait bien que les choses bougent. Il sait bien que Achille rattrape la tortue. Il sait bien que la flèche touche la cible. C'est tout ça. De même, Socrate sait bien qu'il y a des méchants. Ça. Donc, ce qu'ils veulent nous dire, c'est tout à fait autre chose. Le mal ou le mouvement
sont des étangs. Seulement le problème, c'est comment penser l'étang. Ce que Zénon tente de montrer, c'est que le mouvement en tant que mouvement est impensable. C'est pas que le mouvement en tant que mouvement n'est pas, comme le font dire beaucoup de commentateurs. C'est idiot, ça. C'est que le mouvement en tant que mouvement ne peut pas être pensé. Ce que Socrate veut montrer, c'est que le mal en tant que mal ne peut pas être pensé. Bon, alors là ça devient plus intéressant, c'est ça un paradoxe. Un paradoxe énonce l'impensabilité d'un étant. Mais pourquoi est-ce que ça leur donne un plaisir intense, ces paradoxes? Ils sont ravis. Plus on leur dit, mais t'es débile de dire que ça, le mouvement n'existe pas, quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Ils disent pas. Ils disent, oh bon, comme tu veux, tu peux, toi, mais alors, comment tu te débrouilles de mon paradoxe? D'où la réputation que les philosophes ont toujours eue d'être des bavards. C'est pas des bavards, c'est les hommes les plus silencieux du monde, puisqu'ils pensent que, finalement, à la limite, l'étant est fondamentalement impensable. Ça peut être consolant, parce que si l'étant est impensable, c'est peut-être parce que l'être est pensable, lui. Mais que penser l'être, c'est pas facile non plus. Et que ce serait ça la philosophie, alors bon. Mais peu importe. Voilà pourquoi ils disent ça. Pourquoi ils sont tellement contents. C'est pas, à première vue, c'est pas un triomphe pour la pensée. C'est pas une victoire pour la pensée. Loin de là. Elle ne peut pas penser le mouvement, elle ne peut pas penser le mal, elle ne peut rien penser. Qu'est-ce qu'elle peut penser alors, la pensée? Elle va penser l'être est, Parménide. Seule la justice est juste. Les hommes justes, ils sont justes qu'en second. Ce qui est vraiment et totalement juste, c'est la justice. La justice est juste. On peut faire des litanies. La vertu est vertueuse. La sagesse est sage. C'est ce que Socrate fait dans une série de dialogues éblouissants, mais qui exaspèrent tout le monde. On discute très longtemps pour arriver à la révélation, la justice est juste. Et il n'y a que la justice qui soit juste. Il n'y a que l'être qui est. Bon. On a envie de dire, oh ben, il fallait quand même pas 40 pages pour ça, si, il fallait 40 pages. Parce que fallait 40 pages, puisque, mais c'est inséparable de ceci, l'étant est impensable. Qu'est-ce qui est pensable? Qu'est-ce qui est pensable? La pure idéalité. L'idée. L'idée. Bon. Mais enfin, c'est pas tellement brillant. Pourquoi est-ce que les philosophes se réjouissent? Moins ils arrivent à penser l'étant, plus ils sont contents. Plus ils rigolent à leur manière. Ils embêtent tout le monde, tout ça, et puis ils expliquent qu'on ne peut rien penser, on ne peut pas penser le mouvement, on ne peut pas penser l'être, non, on ne peut pas penser le mal, on ne peut pas penser le devenir, on ne peut pas penser tout ce qui fait objet de paradoxe. Ils arrivent en disant, ben oui, on peut penser la justice est juste, l'être est, etc. L'un est un. Bon. Alors on se dit, ben, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Comprenez? Ils accomplissent vraiment le destin de la philosophie dans son surgissement, il me semble originel, à savoir constituer un système du jugement. Il s'agit de juger tout ce qui est. Et la possibilité de juger tout ce qui est, c'est quoi? C'est, à la limite, s'élever à la position de quelque chose qui est au-delà de l'être. On jugera ce qui est et on jugera l'être lui-même en fonction de quelque chose qui est au-dessus de l'être. Bon, on retombe sur l'un au-dessus de l'être. En d'autres termes, l'idée de fond de toute cette philosophie, c'est
seul le bien, avec un grand B, et c'est par là qu'elle a cette apparence optimiste. Seul le bien fait être et fait agir. Seul le bien fait être objectivement et fait agir subjectivement. Donc le bien est au-dessus de l'être. Le bien, c'est l'un. Dès lors, on peut juger tout ce qui est. Il s'agissait moins de décréter le mouvement, le devenir impensable, que de les soumettre au système du jugement, en fonction de critères qui, eux, ne deviennent pas, qui sont les critères du bien, qui ne sont pas en mouvement, etc., etc. Donc, le bien est à la fois raison d'être et raison d'agir. En latin, ça deviendra le bien comme ratio essendi et ratio agendi. Le mal n'est rien, forcément. Et c'est ça qu'ils veulent dire. Le mal n'est rien, forcément. Puisque seul le bien fait être et fait agir. Le bien est au-dessus de l'être. C'est la condition du système du jugement. Alors finalement, si vous voulez, ce n'est pas au nom d'un optimisme niais, c'est au nom d'une logique, d'un logos, poussé à l'extrême. La puissance du paradoxe, c'est le logos. Ce n'est pas le philosophe qui est optimiste, c'est la logique qui l'est. Elle ne peut pas penser le mal, elle ne peut pas penser le mouvement, elle ne peut pas penser le devenir. C'est bien plus tard que la logique va faire un mouvement considérable sur soi-même pour essayer de penser le mal, l'être et le mouvement. Et la réconciliation de... non, pas le mal, le mouvement, le devenir. Et la réconciliation du mal, du mouvement et du devenir avec la logique et avec la puissance de la logique marquera un tournant pour la philosophie. Il faudra la fermer, cette porte. Qu'est-ce que j'ai fait de ma montre? Quelle heure il est? Midi et quart. Oui, ça marquera une date très importante. En gros, on peut dire que la réconciliation de la logique avec l'étant comme tel, avec le mal, le devenir, le mouvement, ce sera quoi? Ce sera le grand romantisme allemand. Ce sera Hegel. À ce moment-là, la logique trouvera le moyen d'accorder un être au négatif. Il y a un être du négatif. Ce sera la réconciliation du logique, si vous voulez, et du tragique. Jusque-là, la logique avait été incurablement optimiste et au service du bien. Bon, voilà. Voilà ce que je voudrais dire, et je voudrais terminer vite, parce que vous en avez assez, mais j'ai peut-être que ça, oui. Voilà ce que je voudrais dire, en fait.